sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi que les partis d'opposition se réunissent, 2 jours après la rencontre entre le président Ouattara et l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'attend à un retour rapide à la normalité dans la région du Tigré après que les forces de défense nationale ont libéré la partie occidentale de la région. Et puis l'ancien président ghanéen et charismatique leader africain Jerry Rawlings est mort. L'annonce de sa mort a été faite par la présidence. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. En Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a dénoncé l'arrestation de 3 responsables de son parti, et ce, alors que la police a lancé avec la justice une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la récente présidentielle. Après avoir séquestré à son domicile le candidat de l'UFDG et de l'ANAD à l'élection présidentielle du 18 octobre, fermé manu militaris ses bureaux et le siège de son parti et fait tuer 48 personnes lors des manifestations post-électorales, le tyran a décidé de décapiter l'UFDG en se livrant à une véritable chasse aux sorcières contre ses dirigeants. Nous condamnons énergiquement cette instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques et exigeons la libération sans délai des détenus et l'arrêt des poursuites contre les cadres et militants de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Faute de quoi, l'UFDG et l'ANAD ne tarderont pas à prendre toutes les dispositions pour défendre les droits et libertés de leurs partisans. La paix se construit par la justice et le respect des autres. Le respect des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Avant de revenir à des élections à la fraude, vous dites que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple vote, vous changez ça, pour vous proclamer vainqueur. Vous sortez, vous réquisitionnez l'armée, qui veut tirer sur tout ce qui bouge. C'est la démocratie. Vous réquisitionnez l'armée, vous investissez. La ville, j'ai gagné, celui qui bouge, vous tirez. Impunité garantie. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'état de droit. Mais Alpha, c'est ça. En Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi que les partis d'opposition se réunissent, et ce, 2 jours après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Afin de trouver une solution à la crise politique actuelle qui a provoqué la mort de 85 personnes depuis le mois d'août dernier, selon le bilan officiel, le président Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont échangé mercredi pour briser la glace et rétablir la confiance. Suite à cette première prise de contact, les opposants doivent maintenant déterminer la marche à suivre pour la suite des événements. Ils posent déjà des conditions avant tout dialogue avec le pouvoir. La rencontre de ce vendredi doit donc permettre d'accorder leur violon sur les négociations à venir avec le pouvoir. Les opposants réclament entre autres la tenue d'une enquête internationale sur les violences électorales ayant causé 85 morts, ainsi que la levée des blocus de leur résidence. Chose faite ce jeudi après-midi pour celle d'Assoua Adou, le secrétaire général du FPI Tendance Gbagbo, et partiellement faite pour celle de Mabry Touakeuse, d'après son parti. En revanche, le blocus est maintenu chez l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guesson, toujours en détention, et dont l'épouse a reçu des vivres de la part des femmes du FPI. C'est là un autre préalable, avant toute discussion, la libération des prisonniers politiques et l'arrêt de leur poursuite.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'attend à un retour à la normalité dans la région du Tigré après que les forces de défense nationale ont libéré la partie occidentale de la région du parti régional au pouvoir, le TPLF. Il estime qu'il s'agit d'une victoire pour les civils innocents de Maïkadra qui ont été brutalement massacrés par les forces du TPLF cette semaine. Le Premier ministre éthiopien a affirmé avoir lancé cette intervention pour rétablir des institutions légitimes dans cette région du nord du pays, dirigée de longue date par le Front de libération des peuples du Tigré. Abiy a également affirmé que l'armée avait pris le contrôle de la localité de Siraro dans la zone administrative voisine, accusant les forces du TPLF de cruauté. Il a affirmé que les corps de soldats exécutés, pieds et poings liés, y avaient été découverts. L'organisation indexée n'a pas réagi jeudi aux diverses affirmations du Premier ministre que le blackout sur les communications dans la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible à vérifier de sources indépendantes. Abiy Ahmed affirme vouloir rétablir des institutions légitimes au Tigré dont les dirigeants défient depuis plusieurs mois le gouvernement fédéral en organisant notamment une élection jugée illégitime par Addis Abeba. La libération de la partie occidentale du Tigré de l'emprise du TPLF par les forces de défense nationale est une victoire pour les soldats éthiopiens du commandement Nord qui ont fait face à des attaques macabres et fatales. Nous sommes convaincus que dans un laps de temps relativement court, nous atteindrons nos objectifs et créerons un environnement propice au retour à la normale de la vie pour nos citoyens du Tigré. Nous veillerons à protéger les citoyens respectueux de la loi et pacifiques contre tout préjudice que pourrait leur causer l'opération que nous entreprenons. En fin de compte, cette opération de maintien de l'ordre permettra d'instaurer une paix et une stabilité durable dans tout le pays. De nombreux civils ont été tués lors de massacres perpétrés selon des témoins par les forces loyales au parti au pouvoir dans la région éthiopienne du Tigré où une opération militaire lancée par le pouvoir fédéral est en cours, a déclaré jeudi Amnesty International. Près de 11 000 Éthiopiens ont franchi la frontière avec le Soudan pour fuir les combats selon l'agence soudanaise chargée des réfugiés. Ce journal se poursuit. Des centaines d'Éthiopiens se sont rassemblés dans un stade de la capitale Addis Abeba à l'appel des autorités municipales afin de donner leur sang pour les soldats au combat depuis une semaine dans la région dissidente du Tigré. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers ont fui le pays depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix l'an dernier, a envoyé des troupes au Tigré après une querelle de plusieurs mois avec le Front populaire de libération du Tigré. Le don de sang a été organisé par la municipalité d'Addis qui a annulé une manifestation initialement prévue en soutien à l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre Abiy Ahmed contre le Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, qui dirige cette région du nord du pays. Le but de ce don de sang est de montrer notre respect pour notre armée, a expliqué tout en donnant son sang elle-même la maire de la capitale éthiopienne, Adanesh Abeebe. Elle a affirmé que la population éthiopienne, une mosaïque ethnique, faisait front uni contre le TPLF, parti qui représente la minorité tigréenne, 6% des plus de 100 millions d'Éthiopiens. Abiy Ahmed a assuré jeudi sur Facebook que les forces fédérales avaient libéré le Tigré occidental, une des zones administratives du Tigré. Notre force de défense est le porte-drapeau et le gardien de notre nation. Je suis si fier que notre peuple soit venu ici en masse pour donner son sang à nos militaires. Je crois que cela montre notre unité. Le blackout sur les communications dans la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible de vérifier cette assertion de sources indépendantes dans l'immédiat. Le TPLF n'a pas réagi dans l'immédiat aux diverses affirmations du Premier ministre. Dans un rapport publié mercredi, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a averti que la nourriture, les médicaments et autres approvisionnements d'urgence n'ont aucun moyen d'arriver dans la région pour le moment et s'est dit de plus en plus inquiet pour la protection des civils au Tigré.
Jerry John Rawlings, qui a dirigé le Ghana pendant près de 20 ans et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine, est décédé à l'âge de 73 ans. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pour un deuil national qui débutera ce vendredi et durera 7 jours. Pendant près de 20 ans, il aura dirigé le Ghana et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine. À 73 ans, l'ancien président Jerry John Rawlings est décédé, a annoncé jeudi la présidence ghanéenne. L'actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a affirmé dans un communiqué que Rawlings était décédé jeudi matin dans un hôpital de la capitale Accra à la suite d'une courte maladie. Né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre en 1967 à l'académie militaire qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Il a d'abord été connu pour son image de jeune révolutionnaire intègre s'emparant du pouvoir à 2 reprises, à 32 puis à 34 ans, alliant un physique à la Che Guevara, à un discours national populiste et une filiation politique progressiste. À partir de 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme avant de devoir céder au début des années 90 à la vague du multipartisme. Mais jouissant d'une réelle aura, il est élu fin 1992 président de la 4e République du Ghana avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique terni par des accusations de fraude. Il est réélu en 1996 dès le premier tour dans une élection considérée comme transparente. Après 19 ans et 7 mois au pouvoir, il quitte la tête de l'ancienne colonie britannique en 2000 avec l'élection de John Kufuor, candidat du parti d'opposition à l'époque. Il tire sa révérence à un moment où le Ghana a encore besoin de lui. Pour finir cette édition au Tchad, une aide d'urgence est nécessaire pour environ 11 500 personnes récemment déplacées par les fortes inondations qui ont touché N'Djamena depuis août. Les inondations qui ont causé des dégâts catastrophiques sont le résultat de la montée des eaux qui a entraîné le débordement du fleuve Chari et la rupture des digues dans le 9e arrondissement de N'Djamena, a estimé ce jeudi l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué. Il est maintenant urgent d'intensifier nos efforts pour fournir rapidement des abris appropriés et un soutien d'urgence aux victimes de la catastrophe, car la propagation de la COVID-19 dans des espaces de vie restreints et le risque de maladies transmises par l'eau qui sont endémiques dans la région soulèvent des inquiétudes, a déclaré Anne Schaeffer, chef de la mission de l'OIM au Tchad. Quelques 393 000 personnes sont actuellement déplacées dans la province du Lac, en amont de la capitale tchadienne, à cause du changement climatique et de l'insécurité due aux actions de Boko Haram et d'autres groupes armés non étatiques, a rappelé l'OIM. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.